Bonjour, bonjour. Merci beaucoup de vous joindre à ce webinaire organisé par la Gazette des communes traitant de l'enjeu de la transformation des politiques publiques par le numérique et plus particulièrement du sujet du transport public dans l'aune de la révolution numérique. Pour ce faire, nous avons un prestigieux invité qui est Jean-Michel Morel, maire de Triport, qui a aussi la particularité d'être l'un des intervenants du MOOC que nous lançons donc avec la Gazette des communes sur ce sujet de la transformation des politiques publiques par le numérique. Donc, merci beaucoup, Jean-Michel, de vous joindre à nous. Bonjour. Bonjour. Le sujet des politiques de transport public est un sujet qui est en pleine révolution actuellement, on le sait. Avant d'aborder ce sujet, je voudrais très très rapidement évoquer en quelques mots l'enjeu de cette formation à laquelle vous avez accepté de participer. En fait, il y a quelques années, dans le cadre de mes fonctions à l'Institut Montaigne, à la Commission européenne et puis aussi au Conseil national du numérique, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai sujet qui était de permettre de donner aux élus territoriaux, mais aussi aux agents de la fonction publique territoriale, dans une certaine mesure aux agents de la fonction publique centrale, de maîtriser ces sujets de la transformation digitale. Et puis, en cherchant dans les formations qui existaient, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas tout à fait, moi, ce qui me semblait nécessaire, c'est-à-dire une formation qui couvre ces sujets de façon intelligente. Et j'ai créé cette formation. J'ai créé cette formation qui est une formation en ligne, une formation d'une dizaine d'heures. Et on a eu une approche un peu particulière, c'est-à-dire qu'on a été chercher des experts, des gens qui s'intéressaient à ce sujet, on leur a demandé d'intervenir. Vous avez ici la quasi-totalité des gens qui interviennent dans cette formation qu'on a créée. Donc, il y a évidemment des personnalités connues comme Cédrico, Axel Lemaire, ancien secrétaire d'État au numérique. Mais il y a aussi des gens qui viennent vraiment des territoires comme Hervé Pillot, vous, Jean-Michel, ou Céline Fer, qui est responsable numérique pour la région Bretagne. Et ce MOOC couvre un certain nombre de modules. Il y a 17 grands thèmes, il y a plus encore de sous-thèmes à l'intérieur de ce sujet. L'idée, c'est de voir 4 grandes thématiques. Finalement, l'accélération de la révolution numérique, d'où on vient, où on va et pourquoi ce n'est pas une option. Les sujets de technologie, finalement, on parle beaucoup de cloud, d'intelligence artificielle, de blockchain, etc. Mais finalement, qu'est-ce qu'il faut comprendre et quels sont les grands thèmes technologiques, les grandes incidences technologiques que ça doit avoir, qu'on explique ça. Après, on rentre dans le vrai sujet concret des politiques publiques numériques territoriales, en quoi ça impacte les politiques publiques en général, et on donne un certain nombre d'exemples. Et puis, le quatrième thème, c'est le sujet du change management, la transformation. Comment est-ce que concrètement, on peut mettre ça en œuvre à son échelle c'est ça l'ensemble du parcours du MOOC. Dans ce parcours, il y a évidemment un sujet transport, qui est un sujet important que vous couvrez, donc Jean-Michel. Et en particulier, on va aborder finalement ce qui s'est passé. Donc ce qui s'est passé, c'est un certain nombre de choses. On voit l'avènement du véhicule autonome. C'est pas encore tout à fait là, mais ça peut être l'une des plus importantes révolutions. Quand on parle de véhicule autonome, on parle évidemment de véhicules individuels, mais on parle aussi de véhicules domestiques. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait important. Et puis, on parle aussi de ce qu'on appelle en France les transports doux. Alors, évidemment, ce qui est free floating, c'est pas exactement le transport doux, puisque c'est électrique, mais c'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui concrètement dans les villes. Et puis, de l'autre côté, on peut parler de cette révolution qui s'exprime dans des transports de masse. Alors, c'est vous, Jean-Michel, qui m'avez sensibilisé au CBTC, c'est-à-dire à la façon dont petit à petit, on va mettre des outils numériques au sein des trains, des transports de masse,
pour accélérer les cadences. Finalement, c'est un peu du transport qu'on pourrait appeler semi-autonome. Mais je crois finalement, ce qui fait la synthèse entre ces différents types de transport, c'est ce qu'on appelle le MaaS, le Mobility as a Service, et les grandes plateformes qui vont être capables de faire du transport multimodal et d'unifier l'ensemble des systèmes de transport. Ces plateformes qui sont amenées aujourd'hui beaucoup par les GAFAM, pour les citer finalement, mais aussi par des acteurs, souvent des acteurs d'ailleurs scandinaves, qui sont finalement des acteurs qui vont épauler les collectivités territoriales pour être capables de mettre tout ça en œuvre. Donc c'est de ça dont on va parler. Je dois, avant de, entre guillemets, rentrer dans le dur du sujet, évoquer deux choses. Un livre qui sort demain, c'est vraiment un hasard, mais demain, donc qui est finalement le fil du cours e-learning donc que l'on sort avec la Gazette des communes, qui finalement reprend l'ensemble de ces thèmes, ça fait 240 pages, 41 chapitres, et ça explique dans le détail ce dont on parle dans le MOOC. Et puis évidemment, le MOOC. Alors, je vais être très gentil avec vous pour vous éviter d'avoir à recopier très très vite cette URL qui est un peu longue. Je la mets dans le chat. Voilà, ici, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et vous pouvez y accéder. Donc voilà ce que je voulais vous dire en préambule. Et tout de suite, nous commençons la discussion avec Jean-Michel sur ce sujet. Jean-Michel, peut-être en quelques mots, on parle beaucoup de la révolution numérique qui a lieu dans les transports, mais est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques mots d'où est venu votre intérêt pour ce sujet? Je crois que très concrètement, vous êtes partie prenante dans ce sujet. Et finalement, quels sont les éléments qui sont déjà concrètement ici en matière de cette révolution des transports? Alors, déjà, deux approches, hein. Une approche d'usager d'élu local. Je suis maire d'une commune d'Île-de-France, de la Grande Couronne, notamment d'une commune qui est sur une ligne un peu malmenée, on va dire la ligne P, hein, au niveau de l'Île-de-France, qui est la dernière ligne non électrifiée d'Île-de-France, et aussi sur une carence, une absence dans la réflexion au niveau des mobilités, celle des logiques périurbaines, qui sont certainement un des sujets les plus intéressants parce que c'est un concentré un peu de toutes les problématiques à résoudre et de toutes les problématiques que le numérique peut aider à résoudre. C'est à la fois, on va dire, on est carrément dans la chaîne de globalité de la chaîne de transport. On est sur un concept qui sous-tend la nécessité absolue d'aller au plus vite sur la multimodalité, on va dire une multimodalité qui soit réellement inclusive. Et on est vraiment au cœur des fractures territoriales quand on aborde cette question des mobilités. Donc, en tant qu'élu, en tant qu'usager, et puis également, petit à petit, quand on discute des spécialistes ou des personnes qui se prétendent spécialistes sur ce genre de questions, il est important aussi d'avoir petit à petit d'agglomérer et d'assimiler une certaine, non pas expertise, mais au moins une expertise d'usage. Et c'est en cela que depuis 10 ans à peu près, je suis un acteur sur mon territoire des mobilités. Et au sein aussi de l'association Petite Île-de-France, c'est un domaine que j'ai poussé parce qu'effectivement, la problématique francilienne n'est pas, elle se conjugue sur tout le territoire, et notamment en réfléchissant sur les logiques périurbaines. D'accord, d'accord, d'accord. Et vous voyez concrètement la révolution numérique dans les transports vous concerner? Alors, elle arrive de fait, hein, elle arrive, mais de manière très décalée sur les territoires, on va dire ruraux et périurbains, avec le concept de mobilité inclusive. Le concept de mobilité inclusive est un concept au départ urbain, parce que c'est vrai que dans la chaîne urbaine de mobilité, on peut avoir des micro-mobilités, hein, notamment, on le voit aujourd'hui, elle se développe de manière très très formelle et forte. Et puis ensuite, on se rend compte que quelquefois, y compris dans des régions comme l'Île-de-France, qui est une région des plus importantes en Europe, eh bien, le parcours de l'usager, c'est parfois un parcours du combattant. Et on est au cœur en fait d'une mutation formelle sur les mobilités qui est amenée par le numérique, notamment avec quelque chose qui s'appelle un smartphone. C'est-à-dire le smartphone, c'est le couteau suisse
Il est à la fois boussole, mais il est à la fois couteau suisse du voyageur d'aujourd'hui, qui ainsi se dirige, il sait où il est, qui peut aussi savoir comment, eh bien, où aller, et puis également, à partir de là, déclencher des actions. Et c'est vrai qu'on voit le retard, le décalage entre les opérateurs dits classiques, les gros opérateurs, qui avaient tendance à voir en silo leur segment de transport, et le fait que le numérique, c'est un assembleur, c'est un intégrateur, et que implicitement, le smartphone, il induit le MAS, c'est-à-dire le mobilité, ouais, la masse. On peut dire tout simplement la chaîne de transport dans sa globalité. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et il y a évidemment un autre aspect, hein, je pense, de cette révolution, c'est les VTC, quand même, qui est une conséquence des startups, du numérique, et puis cet enjeu d'acteurs du free floating qui sont arrivés à peu près en même temps d'ailleurs. Alors en fait, il y a, ce que j'aurais tendance à dire, c'est qu'il y a l'individu, l'usager, le smartphone, et il y a la multitude qui est le cloud. Et à partir de là, dès qu'il y a la connexion entre l'individu, l'usager et le cloud, et qu'il y a effectivement l'usager peut voir la globalité des transports, on le voit aussi, on voit des fois, par exemple, un train est en panne dans la SNCF, le conducteur ne sait pas pourquoi il y a la panne, et l'usager qui est bien informé, ça m'est déjà arrivé sur notamment quand j'avais pris un TGV, etc. Ben, j'avais accès à des informations que manifestement le conducteur n'avait pas. Donc on voit bien que la pyramide informationnelle, elle est totalement inversée, et que la notion dans laquelle, pendant très longtemps, et moi j'ai grandi avec, dans lequel l'usager devait s'adapter, eh bien le paradigme s'inverse. C'est-à-dire maintenant, c'est effectivement à l'opérateur de transport comment dire, de s'adapter. Avec quand même quelque chose de paradoxal, c'est que en fait, alors là je vais citer De Vinci, je le cite souvent parce que je trouve que la simplicité et la sophistication suprême. C'est-à-dire que très clairement, pour l'usager, il faut que ce soit simple. Ben, la simplicité, quand on est opérateur de transport ou élu, elle n'est pas si facile à faire que cela. Et c'est important de voir tout ce que ça va déclencher, notamment au niveau des mobilités, parce que les mobilités, il n'y a pas de filet. Hein. Le train, on l'a ou on l'a pas, il roule ou il ne roule pas, il est en retard ou il n'est pas en retard. Et à partir de là, on voit bien qu'il y a toute une multitude d'éléments à rentrer en combinaison pour que le service soit rendu de la manière la plus efficiente et efficace possible. Avec quand même une nouveauté, c'est que de plus en plus, l'usager se retrouve à avoir le choix et à élaborer des stratégies de mobilité. Est-ce que pour vous, cette révolution, elle est devant nous ou elle est déjà largement là? Elle est largement là, on le voit notamment sur le champ concurrentiel. Je donne un exemple tout bête, hein, le pass Navigo, avec par exemple sur certains territoires, comme les territoires périphériques, établir un transport à la demande. Transport à la demande, c'est déclencher, un peu comme le Uber, hein, je déclenche un transport qui va m'amener où je dois aller. Eh bien, on se rend compte qu'il y a eu un gros enjeu là en Ile-de-France récemment, et c'est d'ailleurs un des éléments de la loi d'orientation des mobilités hein, qui date de l'année dernière, sur lequel nous, au niveau de la PBF, on avait fait des propositions, et notamment sur le data. C'est-à-dire qu'effectivement, on s'aperçoit que, par exemple, en Ile-de-France, Ile-de-France Mobilité est en train de prendre la main sur ce champ, cette plateforme de réservation, etc. Donc, on voit bien qu'on est en plein dedans, même si les usagers au jour le jour ne voient pas trop cette évolution avancée. Un autre exemple qui est un signe du temps, c'est le rachat de Mappy par la RATP. Donc, on se rend bien compte que ce qu'on appelle le MAAS, c'est pas que scandinave, on est en plein dedans. Et alors, bien évidemment, on commencera à voir très rapidement les premiers signes. D'accord, d'accord. Et pour vous, le véhicule autonome, c'est quelque chose qui aura un impact important sur les territoires ou c'est quelque chose d'anecdotique? Alors, on ne peut pas dire anecdotique, hein, parce que je pense à un moment donné, dans l'innovation, il y a toujours quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est le timing. C'est-à-dire qu'il y a des signaux faibles qui peuvent devenir des tendances. Aujourd'hui, le retard sur les mobilités est tellement évident sur notre pays. Alors, je ne parle pas des métropoles. Généralement, les métropoles sont plutôt bien desservies. Hein. Paris, il y a le métro, il y a les bus, il y a les tramways, il y a les micromobilités avec de plus en plus de pistes et de possibilités de se développer. Donc, on voit bien que sur la métropole, on est déjà dans le monde d'après.
Par contre, sur nos territoires, et bien évidemment, quand on entend parler de véhicules autonomes alors que le train a de la peine arrivé à l'heure, quand le train, quand il arrive, il est bondé, quand on a encore des trains qui ne sont pas électrifiés, on voit bien que dans la perception quotidienne de l'usager, y compris l'élu local, y compris averti dans la matière de mobilité, ce n'est pas la priorité absolue. Par contre, on se rend bien compte que cette notion de véhicule autonome peut rendre des services très segmentés de desserte, par exemple sur des aéroports ou des sites protégés, et effectivement, notamment aussi au niveau du métro, amène déjà ces évolutions et ces innovations. Donc, on est à la fois dedans et à la fois en dehors actuellement. Mais c'est un problème de timing, en fait. On a un énorme retard en France parce qu'on a sous-estimé d'abord deux choses. On a bradé un patrimoine qui est le patrimoine ferré et qui est quand même, qu'on le veuille ou non, le backbone au niveau de la mobilité. C'est-à-dire que quand on parle de multimodalité, encore faut-il accrocher les petites mobilités, entre guillemets, à la grosse, au mass transit. On reparlera tout à l'heure de la notion de mass transit qui est importante parce que c'est une composante essentielle de cette chaîne de transport. On était dans un monde où globalement, chaque opérateur avait sa fonction, son silo, et où globalement on était sur du pendulaire. En fait, globalement, on n'individualisait pas les parcours. Or, aujourd'hui, la société nécessite et impose une individualisation des parcours et nécessite aussi une combinaison d'éléments très hétéroclites, très disparates, qui doivent faire sens dans leur unité, d'où l'utilité absolument du MAS. D'accord, d'accord. Et est-ce que, en tant qu'élu, vous pensez que les décisions que vous prenez d'une façon générale doivent être profondément influencées par l'évolution prévisible de la révolution numérique? Je pense particulièrement aux constructions d'infrastructures de transport, par exemple. Alors, en fait, avec les mobilités, c'est ça qui est génial. On est dans la finalité du numérique, qui n'est pas le numérique en tant que tel, on va dire, qui est les usages que va faciliter ou décupler le numérique ou permettre le numérique. C'est-à-dire qu'effectivement, le débat sur la 5G n'est pas inintéressant parce que le débat sur la 5G, globalement, on va discuter de la cylindrée du moteur qui va permettre demain d'avoir des usages. Mais l'important aujourd'hui, c'est effectivement rendre possible les usages. Aujourd'hui, par exemple, sur le numérique, le déploiement de la fibre est essentiel. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut que les territoires soient en capacité de pouvoir se connecter et d'avoir accès aux innovations à venir. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le numérique induit la nécessité de faire ensemble en interopérabilité, en cohérence. Et on voit bien que par mimétisme, la mobilité, c'est quelque part du numérique. C'est-à-dire que très clairement, quand on aborde les questions de mobilité, on n'est pas très très loin des problématiques et de l'organisation d'ailleurs des plans de développement numérique. D'accord, d'accord. La révolution des plateformes que vous évoquez, c'est quelque chose qui doit concerner les institutions publiques ou est-ce que c'est des acteurs privés qui vont traiter ces plateformes? On pense évidemment aux GAFA et d'autres très grandes entreprises, ou est-ce que vous pensez que les opérateurs publics, enfin les institutions publiques doivent s'emparer de ces plateformes? Alors c'est un vaste débat, c'est un débat très clairement. On voit, en fait, derrière ces questions, il y a deux problématiques sociétales majeures. Il y a la problématique de la souveraineté, qui est souverain, ça c'est essentiel, et puis la problématique du respect des données individuelles. Quand on lit ces deux problématiques, on se rend compte que les pouvoirs publics ne peuvent être absents. Et ce qui a été intéressant d'ailleurs, là je peux donner un exemple récent, hein, c'est ce qui s'est passé en Ile-de-France sur le débat sur le transport à la demande et la plateforme de réservation de transport à la demande. L'Île-de-France, globalement, est découpée en plusieurs opérateurs hein, qui sont en concurrence. Hein, et là, à l'heure actuelle, il y a de fortes concurrences sur certains territoires au réseau. Et Île-de-France Mobilité a globalement la réflexion sur l'ensemble du réseau. Et donc, est en train de porter à concurrence ces territoires. La question de la plateforme et de données, notamment, si elle est liée à un opérateur, comme certains voulaient le faire, eh bien, ça veut dire qu'aller sur notre territoire aurait nécessité d'avoir des accords commerciaux avec un autre opérateur. L'Île-de-France Mobilité a bien capté tout le côté essentiel, souverain, important, et d'ailleurs, c'est ce que sous-tend la loi d'orientation des mobilités. Les élus ont défendu cette orientation que l'AOM, hein, la région, l'autorité organisatrice de mobilité, soit la responsable de cette plateforme. Après, elle peut le faire en direct, le faire avec un cahier des charges, etc. Mais c'est important.
Et également, c'est important pour la notion de dynamique des startups et des jeunes pousses de mobilité. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'elles aient accès aux données qui leur permettront d'amener une véritable valeur ajoutée, un add-on au service de mobilité. Donc, on voit bien qu'il y a à la fois un enjeu stratégique, souveraineté, respect, de taille massif, hein, la région n'a pas une intercommunalité, mais également une open data qui permettra d'entretenir une dynamique et ne pas faire capter cette dynamique par des Google, hein, notamment, qui s'étaient fortement positionnés sur ce marché. Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais si on veut avoir une intégration, je dirais, multi-territoire, c'est peut-être pertinent d'utiliser Google parce qu'ils sont partout, sont capables de traiter l'ensemble des acteurs, des parties prenantes. C'est une provocation et vous savez que je ne partage pas ce point de vue, mais j'aimerais bien avoir votre vision là-dessus. Et je vais vous demander de commencer à répondre. Je vais disparaître pendant 20 secondes parce qu'il y a quelqu'un qui sonne et je suis seul ici et donc je ne peux que aller lui ouvrir. Donc je vous laisse commencer à répondre, je reviens tout de suite. Alors, non, ce qu'on peut dire quand même, effectivement, c'est que la facilité serait de traiter avec les plateformes. Mais cette facilité, elle a un coût. C'est-à-dire que globalement, une logique court-termiste voudrait rendre le service tout de suite le plus simple et le meilleur. Sauf qu'à un moment donné, il y aura une rente de situation, et une rente de situation qui ne sera pas qu'économique ou commerciale, une rente de situation qui sera également à des moments donnés sur la souveraineté, sur le fait de payer des impôts ou pas, sur le fait d'être solidaire dans une politique globale au niveau d'une société, celle de ne pas mélanger ses intérêts privés avec l'intérêt général. Donc, on voit bien que la réponse court-termiste qui est oui, c'est plus simple, oui, ça va plus vite, et nous amène derrière sur, en fait, tout un lien de domination et d'abandon de souveraineté qu'on risque de payer très cher. Et est-ce qu'on peut pour autant travailler avec des plateformes privées qui sont en SaaS, c'est-à-dire Software as a Service, sans avoir une crainte d'appropriation des données? Est-ce qu'il y a des acteurs qui sont appropriés pour faire ça? Ben, Gilles, vous êtes très très bien informé. Vous savez que c'est un gros débat sur la santé aujourd'hui avec le X Data Hub. On voit vraiment effectivement que la technologie rapide tout de suite, elle a un coût, une facture. Que quelque part, on a un commissaire européen, Thierry Breton, qui a bien capté, qui connaît bien la mécanique hein, et dans tous les sens, qui a bien capté l'intérêt stratégique de rester à la fois de dealer, mais avec un deal qui ne soit pas asymétrique, c'est-à-dire il y a des tenants, des aboutissants, il y a des freins, et donc il faut non pas pactiser, mais contractualiser. C'est deux choses différentes. Pactiser, c'est globalement aller corps sans précaution aucune. C'est un peu le reproche qu'on a fait sur l'X Data Hub, où pour gagner 6 mois globalement, on a été chez Azure, Microsoft. Bon, par contre, effectivement, on voit l'enjeu au niveau des mobilités, de prendre le temps de bien se structurer, et ça prend du temps. On est en retard hein, par rapport à ces questions de plateforme, mais ce qu'on peut remarquer quand même, c'est la capacité des opérateurs nationaux. Hein, il y en a principalement trois, hein, la SNCF, RATP et Transdev, à répondre de manière, on va dire, très professionnelle et très globale à toutes ces problématiques. Et d'ailleurs, pardon ? Les opérateurs lancent des plateformes, c'est ça, qui sont multimodales? Oui, totalement. Ah bah oui, à un moment donné, il y a eu le débat en Ile-de-France hein, où sur les plateformes de transport à la demande, Transdev avait déjà ce qu'il fallait. Alors après, attention, qui nous dit que la plateforme, l'entreprise X n'est pas liée à Google derrière? Ça, c'est autre chose. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il est important pour la puissance publique et notamment les autorités opératrices de mobilité, y compris pour des raisons de sécurité. Hein. Si on hack un réseau de mobilité, on peut vraiment mettre le bazar partout, d'être totalement partie prenante dans ces choix stratégiques, qui sont à la fois des choix du présent, mais des choix du futur. Vous me parliez par exemple de WIM, qui est une plateforme, je crois, finlandaise. Est-ce que vous considérez que ce sont des gens, ce type de plateforme européenne et en même temps en mode SaaS, est-ce qu'on peut travailler avec des acteurs de ce type-là en tant que collectivité territoriale? Moi, je pense que de toute manière, on ne peut pas répondre de manière nationaliste, entre guillemets. La vraie réponse, elle est européenne. C'est-à-dire qu'à partir de là, il y a un espace européen, c'est ce qu'essaye de faire Thierry Breton actuellement, mais ce qu'on peut dire, c'est quand même qu'on a du retard. Hein. C'est la première fois qu'on entend au niveau de l'Europe aborder ces enjeux de manière frontale. C'est-à-dire, globalement,
il y a des mesures de protection à avoir, c'est-à-dire des protections au niveau des portes, au niveau des règles du jeu, au niveau des localisations, au niveau des process, au niveau des audits, etc. Donc, bien évidemment, il faut être le plus efficace, le plus efficient. Ce n'est pas forcément le public qu'il est, mais par contre, respecter un cahier des charges qui soit le cahier des charges qui soit établi en auditant à peu près tous les risques qu'on peut avoir. Les risques, ils sont faciles, hein, de tout rasort. Hein. Sécurité d'abord des systèmes, ça c'est une nécessité absolue quand on parle de santé, mais quand on parle de mobilité également. Un système de mobilité qui n'est pas sûr et qui n'est pas fiable peut amener le pire désordre dans une ville et dans un territoire. Et je ne parle même pas des risques en vie humaine quand on est sur des trains ou sur des avions. Il y a le problème de la souveraineté, qui est souverain de ses décisions futures, de ses stratégies, avec toutes les informations qu'on peut collecter, qui amènent à mieux piloter d'ailleurs le système en temps réel, mais également à mieux prévoir l'utilité des futurs investissements et les choix stratégiques à établir. Et ça, c'est important, parce qu'en termes de mobilité, on va dire que le reporting n'était pas toujours le meilleur, hein, clairement, et encore aujourd'hui. Hein. Je rappelle quand même qu'on est en 2021, mais quand la SNCF a faire des comptages de voies, elle les fait à la main. Quoi. Elle demande à des industries de sondage à être sur les quais et à compter les gens qui montent. Enfin, je veux dire, ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Donc, on voit bien que le numérique, il a encore quand même quelques… Alors qu'il y a des projets, des produits proposés par Orange, par exemple, sur les émissions de téléphone, hein, parce que tout le monde a un portable. Donc, il y a quand même des techniques alternatives qui permettraient d'être beaucoup plus efficaces sur des comptages. Je veux dire, quand on parle d'attractivité de ligne, on a des comptages il y a 18 mois, par exemple. On voit bien que là, il y a de l'amélioration. Et puis, le troisième, c'est surtout le traitement de la donnée individuelle. Qu'est-ce qui est, et là, ça rejoint un peu la voiture autonome, qu'est-ce qui est données personnelles individuelles à protéger et qu'est-ce qu'il faut mettre à l'open data pour que le système fonctionne le mieux en temps réel et que les propositions les plus intéressantes, adaptées au moment, à l'endroit où je suis, en termes de mobilité, me parviennent. Oui, alors effectivement, et on a parlé ensemble des API qui peuvent être à la disponibilité de gens comme vous, de maires, pour faire des services additionnels comme des accès à des parkings, de l'information, entre autres choses. Vous pouvez nous en dire un mot? Oui, c'est-à-dire que on voit toute l'évolution du pass Navigo en fait. Le pass Navigo est un bon exemple. C'est très francilien et régionaliste, je m'en excuse, mais globalement le pass Navigo c'est quoi? C'est un abonnement que quelqu'un qui habite en Ile-de-France peut avoir, mais il y a l'équivalent à Strasbourg, il y a l'équivalent à Lyon, il y a l'équivalent un peu partout. Et à partir de là, on a accès au métro, au bus, au train, point barre. Et on se rend compte de plus en plus maintenant que le pass Navigo, c'est un sésame qui donne accès maintenant aux toilettes, hein, dans les gares, par exemple, qui peut donner accès aussi à des fonctions de conciergerie, qui peut donner accès également à du parking. Donc on voit bien que, et maintenant il est dématérialisé et toujours pareil, il rejoint le couteau qu'est le smartphone. Donc on voit bien que ces notions-là, elles sont totalement maintenant partie présente du quotidien. Et donc à partir de là, la chaîne de mobilité, vous s'arrête-t-elle? C'est en fait le périmètre tout est élément de chaîne de mobilité. La chaîne de mobilité, c'est de porte à porte. Et le porte à porte, c'est y compris des services qui n'ont pas de relation directe, des fois, avec le transport d'un point A à un point B. Mais on voit bien qu'on est dans une vue globale où plusieurs opérateurs peuvent travailler. Et l'important, justement, c'est qu'il y ait des petits bouts de logiciel, des petits bouts de code, les API, qui permettent aux uns et aux autres de travailler ensemble et dans l'intérêt de l'usager. Donc là, il y a une part très importante finalement de la mobilité du futur qui consiste à coordonner les différents acteurs, à la fois en matière de politique publique. Je pense qu'on voit d'ailleurs la loi NOM, entre autres choses, on parle de NOM 2, qui a un rôle important à cet égard, mais aussi à mettre en œuvre des plateformes multimodales et qui sont à la fois, si je vous entends bien, pertinentes pour les hypercentres, les métropoles, mais aussi les territoires. C'est bien ça? Oui, c'est-à-dire que très clairement, l'idée, c'est de décliner le concept de mobilité inclusive, qui n'était qu'un concept citadin, à le décliner à toute la chaîne de transport et à tous les usagers que notre territoire et que nos territoires connaissent. Et c'est vrai également que le mode de transport, il va évoluer, il va changer. C'est-à-dire que si on part, par exemple, quand on parle de multimodalité, c'est un hub dans lequel je peux accéder à différentes mobilités. Ça peut être un aéroport, ça peut être un port, ça peut être une gare routière, ça peut être également une gare SNCF. Pour l'instant, c'est la SNCF.
Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, c'est un endroit où les initiatives de mobilité se coordonnent pour faire des champs des possibles. Et ne peuvent fonctionner, en fait, qu'ensemble, pour que ça ait un sens. Et c'est en fait le numérique qui est un peu ce ciment, ce lien fédérateur et qui donne un sens à cette multitude. D'accord. Alors, il y a pas mal de questions. Il y en a un certain nombre qui, je reviens sur ce sujet du véhicule autonome. Est-ce que vous pensez que la programmation des infrastructures, quand on veut construire un parking, une roadcade ou des choses comme ça, doit déjà tenir compte de l'avènement du véhicule autonome qui sera peut-être pas dans 5 ans, sera peut-être pas dans 7 ans, mais probablement dans 10 ans, à peu près avec certitude. Bah, c'est là où on voit aussi le retard en fait, le retard du concept de mobilité, réellement, mais du gros concept mobilité dans nos territoires et dans nos villes. On prend l'exemple qui vient le plus facilement, mais en fait, c'est le plus représentatif, mais il est symptomatique de ce retard, c'est les pistes cyclables. C'est-à-dire, les pistes cyclables, on a un retard conséquent en France de la circulation, etc. Parce que globalement, nos routes, on va dire que le patrimoine routier actuellement est un peu en souffrance, que la rente de situation des poids lourds, notamment sur tout ce qui est, on va dire, logistique, commence à pénaliser sérieusement les organisations urbaines de nos villes, et que des fois, pour faire passer des camions, on ne peut pas faire passer des cyclistes. Je le fais un peu réducteur, mais c'est un peu ça. Et on se rend bien compte, en fait, du lien profond de l'urbanisme et des mobilités. C'est-à-dire que globalement, quand on regarde bien, les premières villes, elles ont été faites à pas d'homme parce que c'est la marche qui était la mobilité des personnes. Ensuite, il y a eu le développement de la société, il y a eu les centres urbains qui sont constitués à la révolution industrielle, on a fait des trains petit à petit. Après, il y a la voiture individuelle qui est arrivée avec l'American Way of Life et avec la ville longue distance. Et on est encore dans cette organisation-là. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, le concept de multimodalité n'existe pas. Parce que pour faire un hub multimodal, c'est bien quand le train arrive, mais s'il n'y a que le train qui arrive, il n'y aura pas de multimodalité, il n'y aura pas de chaîne de transport, d'un point d'accroche avec les autres mobilités. Donc il faut faire de la place pour les cars, il faut faire de la place pour les vélos, il faut faire quelquefois de la place pour les piétons. Pour tous les piétons, avec les notions d'accessibilité, la France, elle a à minima 20 à 30 ans de retard sur cette organisation-là. Donc quand on parle de voitures autonomes, bien évidemment, mais moi, quand je vois le mal que j'ai dans mon territoire à simplement gagner un tout petit peu en efficience sur les bus, parce qu'il faut pouvoir préempter une maison qui gêne pour pouvoir faciliter la rotation, la giration du bus, etc., faire des aménagements routiers, on voit bien que la voiture autonome, effectivement, c'est intéressant, mais qu'on a à mettre les bouchées doubles à la fois sur l'organisation de nos villes pour qu'elles soient réellement multimodales, accueillantes, bienveillantes envers toutes les formes de mobilité, et pas simplement la voiture, mais également derrière, revoir tout le système ferroviaire pour qu'il soit plus efficient et pour accéder au mass transit que notre développement mérite. D'accord. Bon, ça, c'est C'est tout ce à que fait clair. j'appellerais, excusez-moi Gilles, ce que j'appellerais retour au réel. Et le retour au réel, il est compliqué, mais on a vraiment, là, il faut mettre les bouchées doubles sur les enjeux de mobilité. Ça, c'est clair. Pour vous, quel est le pays emblématique en matière de mobilité actuelle, enfin, qui est à niveau? En fait, la mobilité, c'est le reflet de notre mode de vie. C'est-à-dire, la question serait plutôt quel est le pays qui est le moins en décalage entre ses mobilités et ce qu'il est. J'aurais tendance à dire les pays scandinaves. Pas simplement parce qu'il y a l'Internet dans les bus, c'est parce que les pays scandinaves se sont organisés de telle manière que le vélo nous vient plutôt de là-bas, pourtant il fait plus froid, il pleut plus des fois en Scandinavie que chez nous. La voiture autonome, elle n'est pas trop développée, mais on voit la voiture électrique. Et pourtant, si je prends l'exemple de la Norvège, c'est un pays producteur de pétrole, qui est quand même le premier au monde à avoir dit j'arrête la production de pétrole parce que c'est trop mauvais pour la planète. Et on voit bien que, en fait, les Français sont pleins de certitudes, mais ils devraient avoir plus de doutes que de certitudes par rapport à la mobilité. Aujourd'hui, on est totalement en décalage, notre mode de vie, notre organisation urbaine, avec les mobilités dont on aurait besoin. Et c'est tout le paradigme. Vous avez un avis sur la loi L'Homme? Oui, j'ai une analyse. Je trouve que c'est une évolution intéressante. C'est vraiment un changement de dimension qui remet la mobilité, la mobilité intelligente, hein,
notamment en sacralisant un tout petit peu le rôle des régions en tant qu'autorité organisatrice de mobilité. C'est la première qui aborde les notions de data. Bon, par contre, elle n'est pas suivie des faits au niveau financier. C'est-à-dire que très clairement, je ne traite que de l'infrastructure ferroviaire. Il y a eu plein de rapports avant la loi LOM qui ont considérablement neutralisé la portée d'action de cette loi, qui est une loi intéressante au demeurant. Est-ce qu'en dehors des plateformes, il y a des avancées dans les transports de masse qui sont dues au numérique? Vous me citiez notamment le transport ferroviaire avec le c'est là où paradoxalement il faudrait accélérer très fort. Pourquoi? Parce que quand on regarde la démographie urbaine et le développement des territoires en France de manière générale, on s'aperçoit que le périurbain devient de plus en plus développé, se développe de plus en plus, accueille de plus en plus d'habitants, que le français devient de plus en plus nomade. Jean Viard a écrit pas mal de bouquins intéressants au sujet et qui montrent que l'accès à la culture, que l'accès au savoir, que l'accès au loisir, que l'accès au travail demande des mobilités de plus en plus efficaces, de plus en plus étendues dans le temps. Quand on parle de silver economy, on a aussi les seniors qui peuvent se déplacer en décalé pour aller au spectacle, même si avec le confinement, ça fait un peu rêver aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit bien qu'il y a une demande forte de développement des mobilités. Le retour réel, c'est l'état de vétusté des lignes ferroviaires, les débats qu'on a dans certains territoires sur l'intérêt de garder ou pas des lignes dites petites, alors qu'elles sont essentielles à l'alimentation et au dynamisme de ces territoires. Et on voit bien que globalement, l'effort à faire sur le ferroviaire est important. Et c'est là également où on voit et là, on peut parler de Lyon, on peut parler également de Paris. On voit aussi tous les nœuds ferroviaires que constituent les grandes gares et qui doivent à la fois accueillir le TGV, qui doivent à la fois accueillir les TER, qui doivent accueillir aussi à la fois les mobilités du quotidien. Et en plus de cette architecture, on se rend compte que globalement, on a des technologies qui n'ont pas évolué depuis des décennies. Alors que, objectivement, aujourd'hui, on a des modes de gestion de flux, notamment numériques, vous l'avez situé, le CBCT, qui permettent et qui pourraient permettre de gagner globalement en fréquence. Pour asseoir les masses transit, en fait, il y a 4 variables d'ajustement. Il y a la capacité, donc avoir des trains qui peuvent accueillir plus de monde. Il y a la vélocité, la rapidité des liaisons. Le TGV en est le meilleur exemple. Il y a également la fréquence. Et la fréquence, c'est le nombre de liaisons que je peux faire dans une heure. Il est certain que si le numérique n'est pas utilisé, on ne progressera pas sur le dernier niveau et on aura du mal à progresser sur les 2 derniers niveaux. Donc, moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que plutôt d'ajouter des lignes à des lignes, il faudrait peut-être objectivement travailler dans le cœur de la matrice et améliorer considérablement l'architecture de la matrice en introduisant la modernisation et les nouveaux outils numériques avec la géolocalisation, avec également l'intelligence artificielle, avec la data, pour permettre à notre réseau d'être le plus efficient. Donc, en fait, si je vous suis, vous ne croyez pas qu'on est sur le point d'avoir une révolution, par exemple, du train autonome à court terme au sein de la SNCF qui est déjà en retard? Non, je crois que là, sur le train autonome, attention, il y a des métros autonomes. Mais c'est des. Alors, ce doux rêveur qui est Elon Musk, qui est quelqu'un qui a réussi pas mal quand même, avec le concept d'hyperloop, introduit également des notions de sécurisation de réseau, très sécurisation, pour avoir plus d'efficience. Il y a un vrai débat aujourd'hui sur, non pas l'autonomie, parce que l'autonomie, c'est plus un débat, c'est une réalité scientifique, statistique. Quand on va au Japon, quand on parlait aussi de pays où les mobilités sont intéressantes, quand on parle du ferroviaire, le Japon est un bon exemple. J'y suis allé quelques fois et j'étais assez impressionné, mais juste sur cet aspect ferroviaire au niveau des mobilités, parce que sur le reste, il y aurait beaucoup à dire. Mais ce qu'on peut dire par là, c'est que il y a effectivement beaucoup de travail à faire. Et très clairement également, quand je vois le plan de relance, par exemple, aujourd'hui, je pense que la part mise sur les mobilités est vraiment trop faible. Alors que les mobilités, c'est vraiment la dynamique qui va nous permettre d'être en meilleure santé et plus en forme au niveau du pays généralement. L'image est imposée, mais globalement, c'est ça, c'est-à-dire revitaliser tous les territoires, capillariser tous les territoires. Pour parler aussi des transports de masse, vous pensez que
le bus autonome, c'est une réalité ou c'est une fiction? Alors, non, non, il n'y a pas de fiction. Tout est réalité. La question, c'est la question du déploiement. La question du déploiement, la localisation du déploiement, les contextes de déploiement, les circonstances du déploiement et la généralisation, la démocratisation des technologies. Le bus autonome, la véhicule autonome, ils existent déjà. On a des navettes qui fonctionnent comme ça. On voit bien aussi, y compris avec Tesla qui casse les codes, qui avait une démarche très disruptive, on voit bien que ce qu'on pensait impossible il y a simplement 10 ans devient une vraie réalité. Donc non, non, on est dans la réalité. Après, c'est comment progresser, j'aurais tendance à dire step by step, mais encore faut-il avancer. Il est certain que ne pas avancer sur la réflexion de fond sur qu'est-ce qu'il faut changer pour que la mobilité ne fonctionne mieux, pour que la multimodalité fonctionne, fait que les raccourcis qui risquent d'arriver, parce qu'à un moment donné, ces innovations vont arriver, ne seront pas gérées. Je vois par exemple sur le développement du free floating que vous évoquiez, on voit bien que quand le tissu urbain n'est pas préparé et n'a pas anticipé cette arrivée, bah, de toute façon, ils arrivent. On voit bien qu'aujourd'hui, on a des trottinettes qui vont sur les trottoirs, qui vont sur les routes, qui quelquefois renversent le piéton, quelquefois se font renverser par les voitures. On voit bien que la ville, de toute manière, ne peut que s'adapter à ces innovations, parce que ces innovations, elles vont arriver quoi qu'il arrive. Le Uber, il s'est imposé. C'est-à-dire qu'on pouvait être contre, les taxis pouvaient être contre, mais le Uber a amené une innovation. Et donc, à partir de là, la position la plus intelligente, c'est pas dire ça va pas se passer, c'est de la rêverie, etc. C'est quelquefois anticiper quand on peut et avancer à grands pas. L'exemple de la RATP qui rachète Mappy, c'est aussi peut-être parce que Google est derrière Waze. On voit bien que derrière, il y a une concurrence qui fait que de toute manière, non, non, ces innovations font partie de notre présent. La question, moi qui, en tant qu'élu local et usager de lignes un peu déshérités et abandonnés pendant des années des pouvoirs publics et de la SNCF, c'est de dire qu'à un moment donné, il faut aussi regarder l'autre bout de la lorgnette, qui n'est pas simplement la ville métropole qui peut tout faire, mais également les petites villes comme les nôtres qui sont un peu loin de tout. Donc en fait, tout est une question de timing. Mais il n'y a pas d'antinomie, au contraire, il faut avancer dans ces différents champs-là. Mais clairement également, après, il faut intégrer que le fait que la multimodalité nécessite qu'il y ait plusieurs personnes qui la définissent. On est dans un écosystème. On n'est plus dans un système géré de manière, on va dire, silotique. On est vraiment dans un écosystème qui doit être ouvert et pas fermé. Alors, il doit être. Oui, pardon. Non, je vous en prie, non, pas du tout. Non, non, quand je dis ouvert et pas fermé, il doit être ouvert mais sécure. C'est ce que je voulais dire. D'accord. Alors, c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je veux dire, il y a des sujets de gouvernance, me semble-t-il, à vous entendre, donc de concertation avec des parties prenantes qui sont extrêmement variées, au regard de la révolution numérique. Donc peut-être qu'avant ça, il y a un sujet de formation des élus qui rejoint notre point. Comment vous voyez cette transformation se faire? Pourquoi est-ce qu'elle ne se fait pas? Et qu'est-ce qu'on devrait faire? Parce qu'on vient de se rendre compte que le numérique, en fait, c'est pas une finalité, c'est un outil. Et plus qu'un outil, c'est un mode d'agir, un mode de réflexion, un mode d'organisation. C'est-à-dire que très clairement, on le voit d'ailleurs quand on définit des méthodes agiles, quand on parle de démarche usagée, on voit bien qu'on inverse le paradigme. C'est-à-dire que très clairement, on prend un objet, un sujet dans sa globalité et dans lequel également on est obligé d'intégrer tous les éléments. On voit bien qu'en fait, il faut apporter des réponses de système. Pour des cartésiens, c'est un peu compliqué. Pour les cartésiens, c'est juste l'inverse. Donc en fait, ce que j'aurais tendance à dire, j'aurais tendance à dire qu'il est grand temps, c'est que dans la formation des élus, déjà, la réponse n'est pas que au niveau du contenu, elle est aussi au niveau du contenant. C'est-à-dire qu'il y a l'appréhension en fait, globalement, les logiques projets, les démarches agiles, l'effet nudge, des fois aussi, pour faire passer, vraiment être en corrélation avec la population. On voit bien que, à mon sens, il faut oublier l'ENA quelquefois, et puis il faut regarder ce qui se passe ailleurs par rapport à ça, mais surtout avoir une vision systémique. Il est paradoxal qu'en 2021, un des plus grands penseurs qui inspire, enfin moi qui m'inspire, mais bien d'autres, s'appelle Edgar Morin. La société complexe, c'est pas sorti il y a 2 ans, c'est sorti il y a quelques décennies.
Et on voit bien aussi tout ce que ça a de disruptif par rapport à la méthode d'appréhension. On pourrait revenir aussi à la crise du confinement qui a été très instructive sur la réalité concrète du quotidien partagé par les élus et ceux qui faisaient marcher les territoires, et puis la parole divine qui venait d'en haut, très, on va dire, c'est pas très désacralisé, mais très hors jeu et surtout en dehors des clous des fois. Est-ce que je peux résumer ça en disant, un, il y a un sujet de compréhension de cette révolution, oui. d'accord là-dessus, et puis deux, il y a un sujet d'inventer de nouvelles gouvernances. Est-ce que vous participez à des, je sais pas moi, des workshops, des réunions où il y a à la fois les gens qui font des trottinettes, enfin, je suis un peu extrême peut-être, mais ouais, est-ce qu'il y a les représentants des parties prenantes au sens élargi? Est-ce que vous avez déjà fait un exercice de ce type-là? Ben, en fait, nous, on le fait en tant qu'élu local. On est obligé de le faire quand on veut résoudre un problème et le résoudre de manière assez consensuelle. On n'a pas la vérité. Hein. La vérité, elle est collaborative, elle est collective, elle est partagée. Ce qu'on peut regretter quand même aujourd'hui, c'est que dans les démarches publiques de proximité, ce credo ne fonctionne pas comme cela. Je prendrais même les différentes intercommunalités. On divise en fait le pays en intercommunalité XXL. Hein. Globalement, ça a été le credo dominant les dernières années. Mais quand vous n'avez pas de projet, quand vous ne faites pas ensemble, quand vous ne faites pas du commun, vous pouvez avoir l'intercommunalité la plus XXL, elle ne produira pas de dynamique. Elle ne produira pas de dynamique parce que globalement, elle reproduira le schéma de la grosse commune qui n'est pas forcément le meilleur, le plus adapté au territoire, etc. Donc en fait, il faut ramener l'élu dans la formation et le haut fonctionnaire, le décideur, dans la complexité d'une société qui nécessite que tout le monde se parle, qui nécessite que tout le monde fasse ensemble et que tout le monde fasse partager. Le numérique, maintenant, je pense que, et c'est l'intérêt de la formation que vous proposez, en fait, le numérique doit induire une nouvelle gouvernance. Pas parce que c'est du numérique, pas parce que c'est de la digitalisation, pas parce que c'est binaire. C'est que tout simplement, il correspond aujourd'hui aux défis que la société doit relever. Et à partir de là, il faut de nouvelles gouvernances. Et la mobilité, c'est le retour du réel avec les besoins urgents, vitaux des territoires. Et c'est pour ça que les mobilités aujourd'hui sont au cœur de nos préoccupations et que le numérique nous amène à tout simplement avoir un retour sur image sur le réel. C'est-à-dire que l'usager, c'est plus la personne qui prenait son billet, qui allait dans un train, le train l'amenait comme il pouvait, où il voulait. Maintenant, on a un usager éveillé qui se sert de son smartphone, qui peut travailler sur son smartphone, qui peut regarder sur son smartphone les informations et qui veut être maître un tout petit peu plus de sa destinée. Et ça, très clairement, il y a ce qu'on appelle une accélération dans l'accélération. C'est-à-dire que ça, il est vital que les méthodes de gouvernance et de management changent très, très rapidement. On voit bien aussi avec les réticences sur le télétravail. Le télétravail nous a amené déjà à diminuer à peu près d'un tiers aujourd'hui. Hein, je parle d'aujourd'hui, il y a un tiers à peu près d'usagers en moins dans les transports quotidiens. Donc, le problème des heures de pointe, là, il est en partie réglé pour l'instant. Mais il a amené aussi à revoir les méthodes de travail, c'est-à-dire la hiérarchie, les corps intermédiaires. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, on est dans une société en mutation et une crise comme celle que nous subissons aujourd'hui accélère cette mutation. Et le numérique peut être un des éléments qui peut nous amener à revoir nos manières de faire, tout simplement. Mais c'est vrai qu'il y a une appréhension de la société à avoir sur sa complexité, sur les enjeux transversaux qu'on doit répondre. La réponse de la mobilité comme de l'environnement, elle n'est pas unique, elle est plurielle, elle doit faire sens et cohérence. C'est tout l'enjeu de la période qui vient. Et la meilleure manière, quand on parle vraiment mobilité, quand on induit le système de multimodalité, il faut combiner des opérateurs différents, des services différents, qui doivent être transparents au niveau de l'usager, et qu'il est très compliqué en fait de mettre ensemble. Et c'est pour ça que le rôle de l'AOM, tel que défini dans la loi d'orientation des mobilités, est essentiel. Encore faut-il qu'il soit au bon niveau. Autre problématique particulière aux mobilités, c'est l'idée de réseau. C'est-à-dire, le réseau s'émancipe du périmètre. Et quand on dit cela, ça veut dire tout simplement que l'organisation territoriale, telle qu'elle est finie, je vois par exemple, nous on a signalé au niveau des petites îles de France, c'est les Femmes de frange, les territoires qui sont entre deux territoires, entre deux régions.
et qui sont mal desservis parce qu'entre deux régions, on voit bien que ces interstices doivent devenir des interfaces. À partir de là, on se rend bien compte que les logiques traditionnelles ne répondent plus aux enjeux d'aujourd'hui et encore moins de demain. C'est-à-dire qu'effectivement, en France, il faut qu'on oublie Descartes un tout petit peu, qu'on oublie la notion de périmètre, de dominant, suzerain, vassal, et qu'on travaille ensemble et qu'on crée des dynamiques ensemble et des solidarités ensemble. Et on le voit bien aussi au niveau des inondations. Les inondations, elles attaquent tout simplement tout le territoire. Il y a de la géographie. Il y a deux choses aujourd'hui qui nous permettent de mieux régler les mobilités. C'est à la fois le géographe, parce que le géographe nous raccroche aux obstacles naturels, qui sont obstacles et qui sont naturels, et la météo fait partie des obstacles. Et puis deux, le numérique. C'est vraiment dans les équipes maintenant plurielles d'opérateurs de mobilité, c'est des qualités qu'il faut savoir faire. La géographie nous ramène à l'humilité du terrain, et le numérique nous amène au champ des possibles qu'on peut faire. Est-ce que, je vais le dire un peu différemment, ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans une réunion avec Île-de-France Mobilité, un représentant de Uber, quelqu'un qui fait des mobilités douces? Est-ce que ces parties prenantes se parlent? Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans une discussion créative avec eux? Alors, elles se parlent, oui. Je vais vous raconter une anecdote. À un moment donné, la SNCF faisait une opération reconquête, entre guillemets, des territoires au niveau communication et au niveau élus. Généralement, ils ne se parlaient pas aux élus. J'avais un peu mené la fronde au niveau des élus parce qu'à un moment donné, on estimait avoir accès à la bonne information, etc. Et j'avais aidé la SNCF à créer au niveau Île-de-France quelque chose qui s'appelait un club des partenaires. Ce qu'ils avaient fait également quand ils avaient créé des lignes TGV. Ils ne l'avaient jamais fait sur des lignes, on va dire, de proximité, etc. Et ma première demande, qui n'a pas été suivie des faits, que ce soit clair également, c'était que SNCF invite des acteurs du terrain. Donc, elle avait invité des acteurs du terrain. Donc, déjà, elle avait eu du mal à inviter des acteurs hors comité d'agglomération de Meaux, là où je suis, alors qu'on a des liens naturels avec les autres territoires, mais elle n'a jamais ouvert la porte à un autre opérateur concurrentiel qui était celui qui s'occupait des transports de bus. Alors que, par définition, s'il y a intérêt de se retrouver dans ces workshops, c'est bien effectivement, même quand on est concurrent, et bien de dialoguer pour améliorer le service rendu et pour avoir de la prospective. Il est important en Ile-de-France qu'on ait IDFM. Il est important aussi que derrière la logique des concessionnaires, eh bien, elle ne soit pas statique mais dynamique. Et que derrière, effectivement, il y ait ces parties prenantes, ces alternatives qui amènent un peu d'air, de dynamique et aussi de remise en cause des gros opérateurs. Non, non, aujourd'hui, on en pâtit. C'est vrai qu'on n'a pas ce genre de réunion, c'est bien dommage. Alors, il nous reste 5 minutes pour rester dans le temps imparti. Je voudrais évoquer un peu les sujets d'environnement et je voudrais commencer par une question qui est venue dans le chat là. C'est qu'est-ce que vous pensez qu'il devrait être la ville ou la conurbation ou le territoire un peu du futur à moyen terme dans le contexte de la culture française et comment est-ce que on intègre des transports durables et je dirais aussi d'ailleurs des transports de marchandises parce que les supply chains c'est une très très grosse part des émissions de gaz à effet de serre. C'est à mon sens le côté actuellement le plus problématique. C'est-à-dire que la rente faite au transport au poids lourd, quand on a abandonné le ferroutage, quand on a abandonné les voies fluviales, c'est un vrai problème, un vrai sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et moi quand je vois l'Île-de-France en est un exemple, et la Grande Couronne en est un lieu d'exutoire des chaînes logistiques, on voit bien que ça, c'est effectivement un enjeu majeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la supply chain, lors de la crise du confinement, on s'est rendu compte de l'importance de ce mot, quoi. On s'est rendu compte de l'importance de produire localement. Je donne un exemple. Je défends sur ma commune un écoquartier. Un écoquartier, alors, qui a un impact sur l'environnement réel, puisque globalement, il est près d'une gare. Donc, l'objectif, c'est de rapprocher l'habitat de la gare ou de la ville pour que les personnes qui résident ne prennent pas le train. On défend des matériaux biosourcés, c'est-à-dire des produits comme le béton de chanvre, etc., qui sont faits localement
et qui interviennent pour régler le… Je pense que l'économie circulaire est une des réponses. Mais pareil, il faut aussi réfléchir sur le backbone. Le backbone, c'est le transit. Et il est inadmissible que la France ait pris un tel retard sur le ferroutage. Ça, c'est important. Et sur le fluvial. Les fleuves, ils ne sont pas là que pour les inondations. Ils ne sont pas là que pour les pêcheurs. Il faut qu'il y ait des pêcheurs. Les inondations, effectivement. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a abandonné en France, notamment au bénéfice des camions, on a abandonné eh bien, tout ce qui était, on va dire, backbone, que sont naturels, que sont le chemin de fer et que sont les fleuves. Moi, j'aurais tendance à dire que sur la chaîne logistique, ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a les progrès technologiques. Le progrès technologique, il faut les intégrer. C'est globalement, on se rend compte que les camions vont émettre de moins en moins de CO2 quand même. On peut parler d'hydrogène qui commence à se développer. On peut parler aussi de capacité électrique, ce qui, effectivement, au niveau électrique, ça induit aussi la nécessité de produire de l'électricité. Je souris parce que c'est un autre de vos champs de bataille. Et également, à partir de là, il est important d'intégrer toute cette réflexion. Mais clairement, que les camions roulent à l'hydrogène ou qu'ils roulent au gaz ou qu'ils roulent à l'électricité, ils seront toujours sur les routes. Donc, ça veut dire ça ne peut pas être la seule réponse. La réponse, elle est vraiment d'avoir un investissement majeur sur les mobilités de demain de la supply chain, qui peuvent être tout simplement plutôt que l'avion, qui peuvent être la péniche, qui peuvent être eh bien, le train, tout simplement, sur au moins les gros segments. Que sur le dernier kilomètre ou les derniers kilomètres, il y ait des navettes, tout le monde peut l'intégrer. Mais on a du mal, quand on arrive, on descend dans le sud, de voir certaines villes où, sur la gauche, sur l'autoroute, il n'y a que des camions. Alors que globalement, on se rend bien compte qu'il pourrait y avoir d'autres types de transports par rapport à la chaîne logistique. La supply chain, on a payé cash sur le confinement, on a payé cash en termes d'emploi, on le paye cash en termes de souveraineté. Je pense que l'économie circulaire et la réflexion post-confinement doit nous amener quand même à revoir des éléments structurants de cette supply chain. Mais c'est vrai que les mobilités, notamment en Ile-de-France, mais également dans les métropoles, avec également la déclinaison sur le dernier kilomètre, on voit bien également paradoxalement aussi tout ce qui est livraison en vélo dans les villes, dans les métropoles, toute cette petite livraison sympathique qui se font, etc. La Poste en est aussi un exemple. On voit bien qu'il y a à la fois une problématique de masse transit là pour les marchandises, clairement, qu'il y a une problématique d'ajustement des derniers kilomètres et qu'il y a peut-être également là aussi des réponses différentes, différenciées, complémentaires à apporter. On n'est pas obligé que le camion il fasse du porte-à-porte. Donc la multimodalité, ça peut être aussi une des solutions pour tout ce qui est supply chain. Par contre, ça demande de l'intelligence, ça demande des infrastructures, ça demande de réfléchir sur les zones d'interface que sont les hubs, mais il est évident qu'on ne peut pas parler que d'usagers quand on parle de mobilité et que cette chaîne logistique, c'est un des enjeux sur la qualité de vie des habitants d'aujourd'hui et de demain. Très bien. Écoutez, c'est tout à fait passionnant. J'en retiens que vous êtes quand même extrêmement critique, moi aussi d'ailleurs, sur le niveau de transformation des transports et je pense en filigrane le niveau de centralité de ce pays. Parce que c'est assez étonnant lorsqu'on compare la France avec d'autres pays européens de voir qu'il y a un monocentre, quoi, vraiment de façon unique. Je pense qu'on peut aussi dire que vous soulignez l'importance de la formation dans ce sujet, et puis j'ai beaucoup apprécié cette idée de complexité et qui, pour moi, résonne avec l'idée de nouvelles formes de gouvernance, je pense, absolument indispensable. Voilà, je remercie aussi nos auditeurs d'avoir participé à ce webinaire qui sera donc évidemment mis en ligne sur le site de la Gazette des communes et qui, je l'espère, fera référence sur ce sujet. Je vous remets une dernière fois le lien du MOOC que j'ai perdu, donc j'avais copié que j'ai perdu. Je vais rechercher, voilà, hop, ici, il est dans le chat pour ceux que ça intéresse. Ah oui, je me mettais pas dans la bonne boîte, donc là, non, ça ne veut pas y aller. C'est pas très grave, je l'ai mis plus haut dans le chat pour ceux que ça intéresse. Je sais pas pourquoi je n'arrive plus à aller dans le chat.
Non, j'arrive plus à aller. Peu importe. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. J'espère que vous participerez à cette formation. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de rééchanger sur ces sujets passionnants de transport et de révolution numérique. Merci à toutes et à tous et très bonne après-midi. Au revoir. Au revoir.